Kabila n'a de leçons à donner à personne. Même ces conditions-là, on doit les écarter. On peut se repentir autrement que par ce genre d'ajustement. Tu vas d'abord faire du mal et puis tu te rebiffes pour demander l'inclusivité. Si vous voulez l'inclusivité, au lieu d'aller à Goma, il devait venir à Kinshasa. Parce que vous ne pouvez pas me demander pourquoi on est venu chasser la dictature. Or, avant nous, l'opposition se battait que pour la primature. Il fallait que l'AFDEL arrive pour que l'opposition rêve la présidence de la République. Quelle rébellion que vous avez déjà vue sans appui extérieur? Aucune. Moi, j'ai fait l'étude révolutionnaire. J'étais en Russie, j'étais partout. Il n'y a aucune révolution sans appui extérieur. Jusqu'à faire d'un Rwandais chef d'état-major général. Mais les leaders aujourd'hui de l'opposition sont contestés à l'intérieur de l'œuf qu'ils habitent. Là, vous voulez parler du départ de Bolodjoa? De Bolodjoa, entre autres. Il n'est pas le seul à être parti. L'opposant du président, c'est l'insécurité à l'Est. L'opposant du président, c'est les détournements par ses collaborateurs qui lui aiment, mais l'inverse n'est pas vrai. Vous nous suivez sur Congo Politique Plus. Merci de votre fidélité renouvelée à ces programmes. Nous sommes heureux et contents de vous savoir nombreux à regarder ce nouveau numéro sur votre chaîne. Si vous nous regardez pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche des notifications, le pouce bleu et l'abonnement. C'est ce qui fait vivre la chaîne. Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État, avait avec succès fait du dialogue un instrument essentiel de préservation de la paix et de l'unité, rappelle la plateforme Sauvons la RDC, qui pose cette condition sine qua non qui constitue de préalable à ces dialogues national inclusifs annoncés par le cardinal Fridolin Ambongo. Que penser de ces conditions du clan Kabila? Pourquoi le mot inclusif ou inclusivité n'a pas le même sens chez tous les Congolais? Quelle expérience nous force-t-elle aujourd'hui à escamoter certaines choses? Ce sont toutes ces questions et d'autres du genre, des questions comme celle-ci, on va en égrener à l'infini. Et puis à Kinshasa, la C64 s'expose davantage à des critiques. Les leaders de la coalition article 64 sont-ils aussi sincères en parole qu'ils ne le sont dans les actes? Le départ officiel de cette coalition d'Alain Bolodjoa en dit beaucoup et on essaiera d'y revenir avec beaucoup plus de détails. Ne quittez pas car il y a de quoi se mettre sous la dent. Bienvenue, c'est pour en parler. On a des caïmans, des vieux routiers sur ce plateau et on va assister à un débat des cerveaux. On a l'immense plaisir de retrouver Prof. Carlos Moupili. Soyez les bienvenus. Vous êtes de la société civile. C'est un honneur de vous recevoir sur ce plateau. Merci. Mais si j'étais qui est là, vous allez dire président d'un parti politique. Recevez-moi avec ma casquette de président national du Conseil suprême de la société civile. Le Conseil suprême de la société civile, RDC. Oui, et aussi coordonnateur national de la société civile électorale EDCL. Merci. Merci beaucoup. De moins en moins d'activités ces derniers temps. Qu'est-ce qui se passe? Non, les activités sont là, parce que les activités de la société civile sont multiples. Et ça dépend des missions. Le fait de faire un communiqué ou une déclaration, c'est une mission d'alerte. Lorsque nous dénonçons, c'est une mission de la société civile. Voilà. Parce qu'il y en a plusieurs. Il y a les alertes à travers des dénonciations. Il y a la sensibilisation à travers des vulgarisations du texte des lois. Mais là, ça demande des moyens. Il y a la participation lorsqu'on est invité à prendre place à un processus décisionnel.
il y a la gestion, s'il y a un contrat public et privé. Voilà les 4 grandes missions des organisations Donc, de la dans une société démocratie civile. comme la nôtre, la société civile joue le rôle un peu comme les lanceurs d'alerte. Évidemment, surtout dans la mathématique des droits de l'homme, c'est ça vraiment le rôle que nous exerçons. Merci beaucoup. En face de vous, pour ce débat des titans, on a M. Ngadi Kassende, politiste et juriste consulte. Vous avez fait le droit international. Vous êtes un fervent défenseur du président congolais Félix Tshisekedi. Soyez les bienvenus. Merci bien. Nuance, hein. Pas le président de la République en tant que personne, des actions du président de la République. En langue française, cette nuance est d'importance. Donc je suis et je soutiens les actions du président de la République, surtout quand ça va dans le bon sens. Si ça dévie, je suis parmi ceux qui critiquent et proposent des correctifs. Je ne critique pas pour critiquer, je critique pour apporter des correctifs. Ce qui fait de moi, de ma formation de politiste et des juristes consultes spécialisés en droit international, celui qui peut apporter au pays, notamment sur un point, je pense être le premier et le seul jusqu'à présent. J'essaye de solliciter certains partis politiques pour qu'ils inscrivent, ceux qui seront dans le débat pour la Constitution, qu'ils inscrivent dans la nouvelle Constitution modifiée ou changée des éléments de la superficie de notre pays, notamment le nombre de kilomètres carrés de notre pays qui ne se trouve pas dans la Constitution actuelle. Deuxième élément d'importance, non seulement économique, mais aussi stratégique, l'élément sur la zone économique exclusive. Quand vous voyez la définition de notre territoire maritime, ils mettent bien le plateau continental, ce qui est important. Ils mettent bien la mer territoriale qui est de 12 km, mais à partir de 12 km, il y a 370 km qui manquent. L'équivalent de 200 000 marins. 370 km, c'est notre zone économique exclusive. Non seulement on trouvera des matières halieutiques, c'est des poissons, on peut aussi exploiter offshore du pétrole, comme le Congo-Brazzaville, à 80 km exploit du pétrole, on peut le faire. Mais notre point important, au-delà de l'économique, c'est le fait que c'est une zone stratégique. On peut nous attaquer à partir de 12 km de notre territoire, puisqu'on n'a pas, jusqu'à présent, jusqu'à preuve du contraire, on n'est pas en train de sécuriser cette zone économique exclusive. Merci. Débat Plus, votre magazine, revient dans une fraction de seconde. Le débat est ouvert avec M. Ngadi Kassende. Question directe. L'actu reste dominée par le débat autour du changement des constitutions, du dialogue. Et ces derniers semblent prendre une place beaucoup plus importante dans le débat public ces derniers mois. Selon vous, dialogue national inclusif, est-ce possible ou le consensus reste à ce jour difficile à trouver? Mais le dialogue, ce mot-là est connu même par des gens au Congo démocratique qui ne sont pas allés à l'école. Parce que ce mot, dialogue, nous accompagne depuis les années 61 jusqu'à ce jour. Dialogue après dialogue, nous avons vu ce qui s'est passé entre les hommes politiques qui, aujourd'hui, prennent le peuple en otage. Dialogue après dialogue, nous n'avons pas toujours eu des gains de cause par rapport à la population. Si les dialogues, au moins un seul dialogue avait apporté un plus, comme je vois ici, débat plus, un plus pour la communauté congolaise d'ici et d'ailleurs, on le saurait. J'ai eu même à poser cette question lors d'un débat de Radio France Internationale ici à Kinshasa, organisé par RFI, pas l'ambassade, dans l'enceinte de la communauté française ici, à savoir au niveau du hall de la Gombe. Il y avait M. Cholet, Monsieur Fayoulou, et au milieu d'eux, il y avait le ministre Mouyaya. J'étais un des premiers à prendre la parole pour leur poser la question: à quoi servirait un dialogue en ce moment pendant que notre pays est attaqué de l'extérieur par le Rwandais, précisément par Kagame? Comment est-ce qu'on va aller au dialogue pendant que les affrontements, ça nécessite non seulement des soutiens diplomatiques, ça nécessite qu'il y ait une force vraiment qui soit capable non seulement de défendre le territoire, pourquoi pas un jour
rentrer au Rwanda pour lui démontrer que la guerre, c'est pas une bonne chose. Donc moi, je pense que j'ai posé cette question. Il y a eu des dialogues, de doublons de dialogue, quintuplés, je sais pas, le nombre de dialogues, c'est incommensurable. Pourquoi restez-vous aussi pessimiste? Mais compte tenu des résultats, c'est-à-dire, je ne suis... quand un médecin vous donne un certain nombre de médicaments pour guérir une certaine maladie, si, en multipliant le nombre de médicaments en plusieurs fois, plusieurs semaines, plusieurs mois, il voit que ça marche pas. Vous pensez s'il est un bon médecin, il va continuer toujours à vous donner vous prescrire les mêmes médicaments? Je ne pense pas. Comme nous, on est en guerre, c'est rare. Je ne pense pas qu'il existe un État au monde qui est face à un affrontement et qui, à l'intérieur du pays, organise le dialogue. Ça pose un problème. C'est de la distraction. Le dialogue, là, pourquoi faire? Mais on ne voit pas les raisons. Jusqu'à présent, ils n'ont pas avancé. Moi, j'ai dit, j'ai eu les gens qui prônent le dialogue en face de moi et en face du public, ici à la halle de la Gombe, ni Cholet, M. Cholet, ni M. Fayoul m'ont donné une réponse acceptable. J'ai eu même à confronter mes idées avec le numéro 2 de la Mouka, à savoir M. Senga, dernièrement, sur une... Le pasteur Eric Senga de l'église de Christ au Congo. Non, non, je parle de Senga, Félix, qui est... Félix Senga de l'ESID. Oui, qui est premier vice-président de la Mouka. Mais je n'ai pas eu de réponse là-dessus. Pour moi, jusqu'à preuve du contraire, ce qui importe pour nous, pour les Congolais, pour les gens qui analysent bien la situation, non seulement de notre pays, mais par rapport aux autres, par rapport aux relations internationales, nous avons besoin de mettre fin aux hostilités qui y a à l'Est, plus que le dialogue. Après, le dialogue viendra. Je citerai même, puisqu'on dit que je suis plus du côté de Tshisekedi, je vais citer quelqu'un de l'opposition. Le docteur Mukwege, il est de l'opposition, mais c'est quelqu'un d'intelligent. Qu'est-ce qu'il dit? Le dialogue, oui, mais pas maintenant. Réglons le problème de l'Est, et ensuite on verra entre nous le dialogue, ce n'est pas exclu. Voilà ce que je peux dire globalement sur le dialogue. On peut rentrer dans les détails. Et que répondez-vous au rappel de la plateforme Sauvons la RDC qui estime que Joseph Kabila, l'ancien chef de l'État, avait avec succès fait du dialogue un instrument essentiel de préservation de la paix et de l'unité nationale? Non. Il a fait du dialogue, mais ça donnait quoi? C'était plutôt le dialogue dans le sens de pouvoir dépouiller l'opposition. Vous avez vu Badi Banga devenir Premier ministre. Vous avez vu l'autre Chibalabala devenu Premier ministre. C'est ça le dialogue? Non. Ça pose un problème. C'est ce que nous dénonçons, ce genre de dialogue où on se rapproche, on se réconcilie. Le mot même, c'est pas réconcilier. On se partage les postes. On se partage le pouvoir et les avoirs. Vous le savez, on est à 2 ans des prochaines élections, s'il y a élection en 2028. Mais ces gens-là ont besoin des moyens financiers. Comment est-ce qu'ils peuvent avoir les moyens financiers puisqu'ils ne sont pas des hommes d'affaires, ce sont des hommes politiques. Et ils gagnent des millions en faisant de la politique, alors que les vrais millionnaires gagnent leur argent en faisant des affaires, en créant des emplois. Eux, ils ne créent pas des emplois. Eux, ils veulent avoir les avoirs de l'État pour, par la suite, avoir le pouvoir de l'État ou s'associer au pouvoir de l'État. Il n'y a pas autre chose que ça, de se rapprocher du pouvoir pour être dans le pouvoir, pour avoir les avoirs de l'État et leur permettre, le moment venu, dans 2 ans ou dans 1 an et demi, s'il y a élection, qu'ils puissent se présenter avec des billes. Voilà, c'est pas autre chose. S'il y a autre chose qu'ils me disent, qu'est-ce qu'ils ont proposé pour la gestion de l'État? Puisqu'on attend de l'opposition pas seulement de s'opposer, on attend de l'opposition de dire oui, là c'est bon, mais on pouvait faire mieux. Ou alors on dit non, mais pour pouvoir arranger les choses, il faut ci ou il faut ça. Il faut des propositions. Les propositions viennent du gouvernement. Mais eux doivent apporter ce qu'on appelle en sciences politiques des contre-propositions. On ne les voit pas venir. Très bien. Prof Carlos Mopili, vous avez suivi l'argumenteur d'Ngadi Kassende. Les dialogues, on a autant dialogué dans ces pays dont le résultat laisse à désirer jusqu'à aujourd'hui. Quelle est la raison fondamentale pour laquelle aujourd'hui on voudrait dialoguer? Pour lui,
le dialogue ne serait qu'un moyen pour l'opposition de se refaire un peu la santé financière sans atteindre les objectifs escomptés. Relativement d'accord, mais nous devons faire parler la vérité de notre histoire. Je crois que M. Gandhi il a commencé à dire que c'est depuis 1960 que les dialogues nous donnent une réponse à de multiples crises. Mais c'est seulement la réponse que les dialogues donnent, c'est souvent considéré comme des solutions éphémères, comme des calmants, comme de l'aspirine pour calmer la fièvre. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut faire lorsque l'État est défaillant? C'est là où il y a un problème. C'est que le dialogue, c'est une solution politique et souvent extra-constitutionnelle. Parce que même aujourd'hui, on demande au président de la République de décider parfois d'ordonnance pour convoquer les dialogues. Mais cette ordonnance, elle sera puisée sur quelle base constitutionnelle? Donc, vous voyez qu'il y a même de l'incohérence. Moi, je suis de la société civile, je défends le respect de la Constitution, mais je me trouve à ma qualité d'un juriste de demander au président de la République de prendre une ordonnance. Parce que la Constitution a prévu toutes les matières dont le président peut prendre les ordonnances. Et les ordonnances du président sont toujours des désordres. Soit le pouvoir propre, en droit administratif, on parle de pouvoir discrétionnaire, soit des pouvoirs partagés. Cela veut dire, avant de prendre une ordonnance, il doit concerter, ou bien contreseing, ou bien tout. Maintenant, là, on lui demande de prendre une ordonnance. Mais est-ce que c'est dans les pouvoirs propres? Parce que ce qui est en matière de pouvoir propre pour l'ordonnance du président, c'est par exemple la nomination du Premier ministre. La grâce présidentielle, ça relève de son pouvoir propre. Mais demander à un président de prendre une ordonnance pour convoquer les dialogues, ce qui n'est pas prévu dans la Constitution, mais avec un raccordement avec l'article 69 de la Constitution, là, c'est les droits administratifs qu'on est en train d'évoquer et non les droits constitutionnels. Mais tout ça pourquoi? Est-ce que les Congolais devraient se mettre ensemble comme c'est le cas dans plusieurs dialogues précédents? J'ai dit non. C'est tout simplement parce que nous n'avons pas une classe politique responsable. Chez nous, les Bantous, les Africains, le dialogue, c'est le mode, ou pas même pas le mode, c'est la mode, c'est une mode de gestion. L'arbre à palabre. On a les Kinzozi, les Barza. Ça fait partie de notre coutume politique. Notre manière de vivre. Mais dans la Constitution, l'espace constitutionnel du dialogue, c'est le Parlement. Où nous envoyons nos représentants aller discuter sur des questions publiques là-bas. Comment gérer les pays en élaborant une loi budgétaire et tout consort. Mais les gens que nous envoyons là, est-ce qu'ils connaissent ce qu'ils sont comme les notables dans le Barza? C'est là où il y a un problème. Que voulez-vous dire par là? C'est-à-dire, lorsque nous sommes dans les Kinzozubi, dans le Barza, dans notre droit coutumier, pour être notable, on doit être quelqu'un qui est pourvu de l'intelligence, de l'expertise. On maîtrise les droits coutumiers, on connaît l'histoire, on connaît la géographie, tout. On doit avoir une moralité irréprochable. C'est là où on peut être notable. Mais notre loi électorale ne fait pas toutes ces choses-là. On prend n'importe quel voyou, quel vendeur de cycle, il peut être député. Même monsieur qui est violeur, il peut être député. Et voilà. Nous sommes maintenant dans un village où les notables, ce sont des fumeurs de chambre. Donc, au lieu que les solutions, les bonnes solutions viennent au Barza, parce que les notables sont des fumeurs de chanvre, les gens maintenant, les jeunes s'organisent peut-être en brousse pour chercher des solutions.
Parce que l'ennemi est là. Les notables qui devraient prendre des décisions, ils sont en plein sommeil parce qu'ils ont fumé des champs. Alors, est-ce dire qu'aujourd'hui, prof Carlos Moupili, est-ce dire aujourd'hui que nous ne pouvons plus dialoguer malgré la situation à laquelle le pays assiste? Est-ce parce que par le passé, les dialogues n'ont pas pu donner tous leurs résultats aujourd'hui qu'on ne devrait plus pour autant non, moi j'ai dit ne plus nous mettre autour d'une table pour parler des problèmes qui nous divisent? C'est pourquoi j'ai dit, je suis relativement d'accord. C'est que pour moi, les cas sous examen, nous avons besoin de ce dialogue-là national inclusif comme solution politique et extra-constitutionnelle. Parce que les institutions constitutionnellement établies ont montré leurs limites, dans le sens que le président de la République, il a ouvert deux fronts, front militaire et front diplomatique. Dans le front militaire, qui est d'abord le front le plus indispensable, parce que lorsque les M23 avaient commencé à Bunagana, et qu'avec l'argent qu'on a mis, plus de 8 milliards de dollars, c'est ce que j'ai entendu. Si cet argent-là, le premier dollar, et le Parlement allait faire son travail, du contrôle de l'équipe gouvernementale, je pense que les autres milliards qui sont venus avec on appelle la loi de programmation militaire, ne pourraient pas être détournés. Ça, c'est un. Mais le front militaire a montré des limites. Okay. Le front diplomatique, là où on espérait tout avec l'accord de Washington, ça fait une année, rien du tout sans succès. Mais je vous dis ceci. Lorsqu'à l'ouest, il y a eu, on les appelait encore qui, les Etoko ici, les Mombondo. Parce que nous avons gagné les Mombondo. Et les Mombondo n'ont pas de relais international. Nous avons imposé la force. Il n'y a pas eu de brassage avec les Mombondo. Avec les Kamuna Sampo, on a imposé la force. On a arrêté les gens, ils étaient jugés. Avant, à l'Équateur, il y a eu Etoko. Comme Etoko n'avait pas de relais international. Les Mombondo, on les a domptés ou on les a dissuadés de déposer les armes? On les a dissuadés. Ils n'ont pas, par quel moyen? Je ne suis pas dans les détails. C'est seulement, je voulais vous montrer qu'il y a les Katakatanga. On les mate. Parce que je me souviens de la mission de Eliezer dans cet espace. C'était pour prendre langue avec les Mobondo, qu'ils enterrent la hache de guerre, qu'ils fassent la paix, afin de participer collectivement au développement de leur espace. C'est ce soir-là d'Eliezer, laissez-moi d'abord. Alors, 30 secondes. Alors, on connaît les Katakatanga. Avez-vous déjà entendu les Katakatanga faire les brassages? Non, parce que ce sont des gens que l'armée mate, attrape, juge et condamne. Mais avec ces faits à l'est du pays, ça finit toujours par un dialogue. Pourquoi? Parce que l'État n'impose pas son autorité. N'impose pas. Mais avec les M23 en 2012, je vous reviens. On n'a pas fait avec eux le dialogue. Merci. Tout simplement parce que, avec le colonel Mamadou Ndala Baouma, et à leurs âmes, nous avons réussi à les faire quoi? À les traquer, à les défaire. Merci beaucoup. Allez. Mais je voulais terminer un peu. Gardez la main. Non, je voulais dire parce que là, je suis un peu à contradiction. Vous êtes au-delà de votre temps à vous impartir. Il va les prendre. Il va les prendre. Je ne suis pas d'accord avec M. Ngando qui dit une opposition qui ne propose pas. Non. L'opposition a proposé, même nous de la société civile. Nous avons dit au président, quand vous venez au pouvoir, il y a l'ennemi du pays. Il y a les ennemis du Congo, c'est le Rwanda et l'Ouganda, qui sont les chiens de chasse des impérialistes occidentaux. Le président ne nous a pas écoutés. Le président est allé au Rwanda, il est allé en Ouganda, il a signé des accords bilatéraux, des traités bilatéraux. Nous avons crié. Il voulait même qu'il y ait la police rwandaise pour surveiller l'aéroport de Goma, avec la compagnie, pour sécuriser la compagnie rwandaise. Il y a eu des jeunes de Lucha et de Filimbi qui ont été blessés, réprimés à sang.
Mais le gouvernement ne nous a pas entendus. Donc, et jusqu'à présent, nous crions, nous ne voulons pas voir l'occupation ougandaise. Merci. Le gouvernement ne veut pas nous écouter. Merci, Prof. Carlos. Il y a des propositions que nous faisons, mais seulement les gens, lorsqu'ils sont de l'autre côté, ils pensent qu'ils sont devenus le plus intelligents que tout le monde. Merci. Or, quand on est au pouvoir, il faut écouter quand même. Même les critiques, même les insultes, vous pouvez les convertir. On a compris. En conseil. Allez, très bien. Alors, le président avait reçu les pères spirituels. Il y a eu échange, il y a eu débat et certainement délibération. Et le cardinal Ambongo a fait une communication annonçant les dialogues nationaux inclusifs dans le tout prochain jour. Le gouvernement congolais, à travers le porte-parole Patrick Mouyaya, est intervenu presque dans le même sens, parlant du dialogue. Mais ce qui surprend plus d'un au sein de l'opinion, c'est le mot inclusivité. Qu'est-ce que signifie inclusivité ou inclusif pour vous? Est-ce ce mot-là a-t-il le même sens ou vous voyez une inclusivité selon votre manière? Ça, c'est la première question. Et la crise est évidente. La crise est multidimensionnelle. La plateforme Sauvons la RDC l'a rappelé, la C64 continue à le dire. Comment résolver toutes ces crises qui minent le pays, qui plombent le développement de la RDC, si l'on ne se met pas à dialoguer pour trouver des pistes de solutions? Inclusivité. Le mot est clair, hein, ça veut dire la participation de tous. Comment est-ce qu'on peut, sur les terrains, créer cette participation de tout le monde? Qui est ce tout le monde? C'est là que ça pose problème. Quand on parle au nom de Congolais, et que ce sont les partis politiques qui n'ont de nom de partis politiques que le fait qu'il y a un leader familial, clanique ou autre. Le parti politique, c'est quoi d'abord au Congo? Quand on n'a pas défini le vrai sens du mot parti politique, ou je ne sais pas, d'autres structures proches de la politique et de la gestion de l'État, ça pose un problème. Là où je suis d'accord avec Moupili, c'est sur un point. Il a dit qu'on cherche le dialogue, même si c'est contredit à la fin pour dire qu'il faut qu'on aille au dialogue. Mais il a dit quelque chose d'intéressant, d'important, que les politologues, que les sociologues, les anthropologues, voire même les juristes peuvent étudier ensemble, à savoir notre Assemblée nationale, ou le Parlement en général, que moi je peux titrer, ou inciter les gens à écrire des bouquins là-dessus. Notre Parlement est à refaire. Puisque si le Parlement était Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, on n'aurait pas eu besoin de tout ça, de dialogue. C'est l'une des causes de la crise dont parle souvent la RDC. Mais oui, mais c'est ça. Mais c'est eux qui ont laissé ça. Pourquoi avons-nous ce Parlement? N'est-ce pas parce qu'il y a eu de mauvaises élections? Et ils ont laissé de 2018. Ils ont laissé de 2018. Quel changement? Quel changement il y a? Puisque dans ce Parlement, on trouve les mêmes qui ont changé de camp. Ça pose un problème. Étudions ce problème. C'est le phénomène grave de ce pays ici. Le Parlement est à refaire. Il a dit que les gens qui sont au Parlement sont censés venir du peuple, venir représenter les différentes couches de notre population, avec une expertise, une sagesse par rapport à l'élaboration de la loi, par rapport au contrôle parlementaire. Mais ça pose un problème. Si ça pose un problème, vous parlez d'inclusivité. Quelle inclusivité? Déjà, à ce niveau-là, ça pose problème par rapport à ceux qui nous représentent au niveau des institutions. Ceux qui sont des extra-parlementaires, comme ceux qui sont de la Mouka et autres. Mais quel mot ils ont à dire? Ça pose un problème. Quelles leçons ils peuvent donner au pouvoir actuel quand on pense que le numéro 1 de la Mouka a posé déjà des problèmes en 2018, aux élections de 2018. Pour ceux qui font Sciences Po ou la sociologie, peuvent avoir des réponses. Après ce qu'il a qualifié d'hold-up électoral. Quel hold-up? Lui-même, hold-up, l'assassin, c'est lui-même, il s'est suicidé lui-même. Il s'est suicidé déjà, il s'est étouffé lui-même dans l'œuf. Comment voulez-vous réussir les élections quand vous dites que je ne vais pas aux élections, puisqu'il faut voter par machine et ce sont des machines à voler, pas à voter?
Il a peut-être bien vu. Qu'est-ce qui fait que, d'abord, il dit ça. À un mois des élections, il change d'avis, il demande à son peuple, puisqu'il s'appelle entre peuple, de dire d'aller voter, mais ne pas voter avec la machine, écrire sur un bout de papier, d'annuler déjà leur vote. Comment voulez-vous que ces genres de monsieur arrivent à réussir les élections si on est vraiment logique? D'abord, tu perds une partie de ton électorat puisque tu leur dis de ne pas aller voter. Sur 50, peut-être 20 vont respecter les 30 autres. Ils ne vont pas aller voter. Il y a des personnes en moins. Ensuite, vous dites allez voter, mais cette fois-ci avec un bout de papier, vous mettez mon nom. Vous annulez mon vote par le fait d'écrire mon nom sur un bout de papier. Comment est-ce qu'ils pouvaient gagner les élections? Donc vous voulez dire que la crise que traversent les pays est d'ordre politique et a commencé en 2018 lors des élections de 2018. Ça a commencé avant puisque la crise est beaucoup d'ordre culturel. La crise récente, elle a commencé quand? Elle a commencé depuis l'indépendance. Il y a une crise culturelle. Anthropologique aussi, comme dit mon coéquipier là. Mais il y a un problème. Quand ça commence à 60, nous on essaie de chercher des solutions avec des problématiques superficielles. Donc si ça a commencé en 60, c'est que pendant tout ce temps, on a perpétué la même méthode, le même comportement. Le comportement de Fayoulou, lui vient de ses aînés, Kasavubu, Lumumba et autres. On fait la table ronde. Vous attaquez trop à Fayoulou, vous avez un problème personnel? Non, puisque c'est le seul opposant qu'il y a sur le terrain. C'est pas un problème. Vous ne voyez pas d'autres? Qui c'est d'autres? Vous pouvez me les citer à Kinshasa ici. Bolodja, par exemple, qui vient de claquer la porte Bolodja, ce sont les enfants de cœur de l'opposition. Ce ne sont pas des opposants, ils ne sont pas prêtres. Hein. Ils sont des enfants de cœur. C'est-à-dire, ils sont là pour relayer les idées des gagnants de l'opposition comme Fayoulou, comme les autres. C'est un président d'un parti politique. Quel parti politique qui a autant de membres? Est-ce que vous connaissez le nom de son parti? Les BAT. Comment? Les BAT. Ah ben c'est à partir d'un quartier. Lèvons-nous, bâtissons. Ah ben lèvons-nous, bâtissons. C'est tout le monde qui peut se lever et bâtir. Hein. Ce n'est pas un parti politique, excusez-moi. Il n'y a pas de parti politique réel ici. C'est pour ça que je cite Fayoulou, puisqu'il a quelques réminiscences qui restent. Puisque Fayoulou d'ailleurs, son parti est devenu une coquille vide. Vous qui critiquez l'opposition, qu'est-ce que vous avez à votre actif, Ngandi Kassende? Moi je ne suis pas de l'opposition ni du pouvoir. Qu'est-ce que j'ai à mon actif? C'est ma réflexion sur le sujet du pays. L'opposition ne réfléchit pas? L'opposition Mais j'ai demandé à, comment on l'appelle, au numéro 2 de Fayoulou. Ils ne réfléchissent pas. Même Fayoulou lui-même, s'il réfléchissait, il n'allait même pas demander le dialogue. On est dans une situation de guerre. Il ne devrait même pas avoir de partis. Ils ont encore la chance d'avoir le président comme Tshisekedi. Moi, je serais à la place de Tshisekedi. J'aurais lancé l'état d'urgence. Éliminer tout ça, le Parlement qui ne fonctionne pas bien, éliminer les partis politiques, là, les partis tribaux, éliminer tout ça, mettre l'État sur les rails, à marche forcée, et ensuite faire revenir les partis politiques qui correspondent à un certain nombre de critères. Mobutu avait raison à l'époque quand il a dit pour le pays, pour avancer, on a besoin de 2 ou 3 partis politiques. On se rend compte avec 900 partis que ce n'est pas puisqu'on est plus nombreux qu'on est fort. Ils sont 900 et quelques, incapables d'unité. Ils sont incapables d'unité pour sauver ce pays. On n'a que des gens qui ont des théories sauvant le Congo, la République mondiale du Congo. Ils veulent se sauver eux-mêmes. Pour certains d'entre eux, ils sont condamnés. Pour d'autres, quand on les aura, ils seront jugés. Ils veulent se sauver. Sauver qui? Quand on veut sauver le Congo, on sauve le Congo par des idées. Puisqu'on n'est pas au pouvoir, par des idées. Ceux qui sont au pouvoir aussi doivent avoir des penseurs. Ce qui manque dans ce pays-là, c'est le parti des penseurs, qu'on donne les champs libres aux penseurs. Ce sont les penseurs qui ont fait que l'Europe, l'Occident avance, de Tocqueville. On a eu de Voltaire, on a eu de Montesquieu. Ça manque ici. Les Rousseau. Des Rousseau. Ici, ce qui manque, c'est toujours les Rousseau. Chez nous, la philosophie nous dérange. Hein? Que voulez-vous qu'on fasse? Pourtant, nos ancêtres avaient la philosophie. On peut même essayer de récupérer la philosophie bantou, pas en général. On peut voir la philosophie mongo, Luba, Congo et autres. Il y a des richesses qu'on peut puiser, essayer de moderniser ces pensées-là de nos ancêtres, et les mettre aussi en action avec les pensées des autres. Montesquieu n'a pas inventé sa philosophie en restant en Europe.
Montesquieu a voyagé. Il est allé s'impliquer dans la façon de voir, de raisonner d'autres peuples du monde. La Grèce et l'Égypte. Il est notamment l'Égypte. Il est revenu. Il a fait une symbiose. Il a adapté. Il a proposé pour son continent, son pays. Mais nous, on fait... je ne sais pas comment qualifier le fonctionnement. Même pas des bureaux d'études. Ça n'existe pas. Aujourd'hui, s'il y a un problème avec l'Éthiopie, est-ce qu'on va sortir 2 ou 3 spécialistes de l'Éthiopie? Ngandi Kassende, non, il y a un problème. je voudrais que vous soyez réaliste. Mais c'est ça et le clair avec réalisme. moi. Ouais. Donc, je vous pose la question. Oui. À la place, la question qu'on aurait dû poser, ou que j'aurais dû vous poser, c'est de savoir pourquoi les dialogues antérieurs n'ont pas débouché sur des résultats escomptés. C'était quoi le problème? Est-ce que le problème, c'était celui qui avait porté l'initiative, celui qui était aux commandes de la République, ou les acteurs, je ne parle des parties prenantes à tout ce dialogue? C'était quoi véritablement le problème? Pour que vous soyez aujourd'hui aussi pessimiste, pourquoi craignez-vous les dialogues? Si hier les choses se sont mal passées, pourquoi vous voulez escamoter certaines choses avec le président Tshisekedi, dont vous soutenez les actions? On peut faire autrement et réussir ces dialogues et mettre le pays sur ses jambes. Moi, je pense que, mon cher Gédéon, tout grand documentariste que tu es, que j'apprécie d'ailleurs, tu es parmi les meilleurs journalistes de ce pays. Je vous l'ai dit, j'ai répondu même indirectement à cette question-là, à savoir, c'est le logiciel des 60 qui est resté le même. On n'a pas changé de logiciel, malgré l'évolution de la vie, malgré les échecs qu'il y a eu au départ. J'avais même pas fini de dire, pour la table ronde politique, tout le monde, les tenants sont rentrés au pays. Ils ont laissé les seconds couteaux de là-bas, notamment Mobutu qui, à l'époque, n'avait aucune connaissance de l'économie. Pourquoi vous les appelez des seconds couteaux? Les seconds couteaux, c'est des sous-fifres, c'est des adjoints, mais qui n'ont pas de... vraiment, ils n'ont pas de substances. Ils n'ont pas de substances. Comment voulez-vous on laisse des gens qui, certains étaient encore aux études comme Mobutu, à l'Institut d'études sociales, en faisant du journalisme qu'il avait déjà À l'époque, ce qui comptait, c'était leur courage, hein, au-delà de la formation. Le courage, j'apprécie. Mais face aux professeurs d'université qui avaient là, face aux chefs d'entreprise qui avaient là, qui avait la substance pour pouvoir mieux négocier la question économique pour l'indépendance du Congo? Pourquoi il y a eu une deuxième table ronde? Volet économique essentiellement. Non, mais c'était la continuité. C'était la continuité. C'était la continuité. Mais pourquoi séparément? Non, mais séparément, puisqu'on ne peut pas mélanger les choses. Même quand on fait la cuisine, on ne met pas tout ça ensemble. On ne fait pas le bouillabaisse à la Marseillaise. On mélange le bitoto. Même le bitoto là, il y a quelque chose qu'on commence à cuire d'un côté, on vient mélanger par la suite. Pourquoi il y a eu une logique, mais eux, ils n'ont pas compris l'importance des aspects économiques. Quand ils vont se réveiller en 64 avec Moïse Tshombe, ils vont lancer le contentieux belgo congolais. On arrive en 67, c'est Mobutu qui prend le relais, le contentieux belgo congolais. Et puis, ça se limite au fait d'avoir des actions à la GECAMINE. À l'époque, Tshombe a eu 13%, et plus tard, Mobutu a eu 20%. Il y a eu 33% par la suite, on n'en parle pas, même dans Donc les négociateurs congolais n'ont pas joué véritablement le rôle ou tiré les réponses. Ils n'ont pas compris l'importance. Ah là, la table ronde économique. Ils n'ont pas compris l'importance des aspects économiques. Okay. De la même manière, ils ont géré le pays. Vous avez vu, on arrive en 60, on a la loi fondamentale, on n'a pas de constitution. La loi fondamentale belge. On est arrivé à avoir notre première constitution en 64. En 64, cette constitution n'a même pas été appliquée. On arrive à 67, une autre constitution, etc. On a toujours fonctionné à dents de scie. On n'a pas bien fonctionné, il n'y avait pas une feuille de route. On n'a pas pu se remettre en cause l'État colonial. Mabika Kalanda avait écrit un bouquin, La remise en question. C'était le seul intellectuel de l'époque qui a dit remettons en cause. Parce qu'on parle de la remise en question, qu'est-ce qui nous empêche de faire autrement aujourd'hui? On peut le faire. C'est pour ça que je suis de ceux qui font qui demandent à ce qu'il y ait une remise en question sur l'État, définir l'État dans son ensemble et définir ses objectifs, notamment les objectifs économiques, sociaux, culturels et autres, mais aussi les moyens qu'on peut avoir. On va vers plus de moyens qu'on aura
qu'on le veuille ou non. C'est le passage obligé de la RD Congo. On aura des milliards. Mais si on ne définit pas ce qu'on veut dans les 5, 10, 15 ans à venir, mais on va retomber sur le même galère. Retomber dans le même travers. Dans le même travers. Ça pose un problème. Il est temps de redéfinir l'État congolais et ses objectifs. Au lieu de passer son temps au dialogue. Le dialogue, on va parler de quoi? Et quel sera même le mode de désignation des gens qui vont aller au dialogue? Quelle légitimité ces gens-là vont représenter? À travers seulement leur parti politique. Donc, Ngandi Kassende fait partie de Congolais qui conseillent au chef de l'État de ne pas prendre l'ordonnance de convoquer le dialogue. Mais je vois aujourd'hui, je peux le citer, un ami Genda, famille Ngenda, qui ressuscite le mouvement de Mzé pour pouvoir aller participer au dialogue. Non, mais c'est quoi ça? On aura tout vu dans ce pays. Non, mais ça pose un problème. Ça pose un problème. D'ailleurs, il ne faut pas le dialogue. Ici, il faut, à marche forcée, faire en sorte qu'on défende notre territoire. À marche forcée, qu'on puisse changer cette constitution pour changer les paramètres de la gestion de l'État. Parce que la gestion de l'État part de la Constitution, de la conception qu'on se fait d'un État, créer un régime susceptible de tenir en compte non seulement de la majorité des Congolais, mais aussi des jeunes. Les jeunes dans la Constitution actuelle, ils ont quoi? Un article, l'article 40. Au-delà de ça, il n'y a rien. Est-ce qu'on parle des personnes âgées? Est-ce qu'on parle des femmes? Ça pose un problème. Redéfinissons le cadre de gestion de notre pays. Pour bien redéfinir cela, ça suppose repenser la Constitution de A à Z, ne pas attendre les gens comme Bob. Vous revenez sur ce débat de changement de Constitution? Bien sûr, ne pas attendre que Bob... Et cet agenda? Comment? Les pouvoirs, vous n'avez pas encore écarté l'agenda? L'agenda de changement de Constitution, ce n'est pas le pouvoir. Nous, en tant que peuple, en tant que citoyens, on incite le gouvernement actuel qui fasse en sorte qu'on aille vers réellement le changement. Vous avez suivi ce que Bob Kabamba dit. Et qui est le référendum Bob Kabamba. Pourquoi Bob Kabamba a quitté la Bruxelles pour venir ici? Il n'y avait pas de grands professeurs pour aider à la Constitution. D'ailleurs, ce n'est pas un problème de constitutionnalistes ni de juristes. Un débat sur la Constitution, la mise en place d'une Constitution doit dépendre des anthropologues, des sociologues, des politologues, des économistes, voire même des juristes. Ce n'est pas l'apanage des juristes, c'est là qu'on fausse la compagnie. Bob Kabamba n'a pas de leçons à nous donner, à donner à nos juristes, à donner à nos politologues, à donner à nos anthropologues et autres. Redéfinissons l'État, son existence, ses objectifs et bien définir. Aujourd'hui, on a 27 gouvernements, on a 27 assemblées. Ça sert à quoi? Ça donne quoi comme résultat? Ça, c'est un autre débat. Mais c'est un débat. Mais que pensez-vous? Ça est là avec un gouvernement, avec une assemblée, ça donne quoi comme résultat? Mais que pensez-vous en traitant de conditions, cette condition, exigence qui constitue de préalables posés par les clans Kabila pour parvenir à ces dialogues nationaux inclusifs? Et si on s'en inspirait un peu, ça pourrait marcher, n'est-ce pas qu'on pourrait faire les choses autrement? Ça, c'est ma question en 30 secondes, allez-y. Kabila n'a de leçons à donner à personne. Même ces conditions-là, on doit les écarter. Les grandes lignes, ce qui suppose qu'il peut se repentir autrement que par ce genre d'ajustement. Tu vas d'abord faire du mal, et puis tu te rebiffes pour demander l'inclusivité. Si vous voulez l'inclusivité, au lieu d'aller à Goma, il devait venir à Kinshasa et aider le président actuel et aider notre peuple, nos populations à sauver le Congo par rapport au Rwanda. Mais lui, il est lié à Kagame. Kagame le dit même devant lui, devant sa barbe, lui dit Goma, c'est le Rwanda. Je ne peux pas perdre Goma. Perdre le Goma, c'est perdre le Rwanda. Il devrait plutôt se retourner vers Kagame. Donc Kabila serait lié à Kagame. Mais oui, mais qu'il lui dise la vérité au lieu de chercher l'inclusivité. Vous saurez le démontrer? Je le démontre dans le sens où, je viens de le dire. Démontrez-le. Kagame a dit au niveau de la presse internationale que le Goma, ça lui appartient. Il ne pourra pas lâcher le Goma. Qu'est-ce que ça signifie? Puisque lâcher Goma, c'est perdre son pouvoir, c'est perdre les moyens qui l'aident à se maintenir au pouvoir. Ça veut dire à quoi? Construire. Ça veut dire quoi? C'est clair.
j'ai pas d'autre mot pour Ça veut pouvoir dire le dire. que c'est Kabila qui lui a mis le Kabila monde à la bouche? est sous fifre de Kagame. On le sait même pendant qu'il était au pouvoir ici. On n'a pas oublié l'infiltration. On était noyautés. L'infiltration a commencé en quelle année? Mais ça a commencé avec les Kabila. Avec le Kabila. Les au pluriel. Là, Papa et fils. vous falsifiez l'histoire. C'est pas, ouais. c'est prof, Ben, tu viens de dire, le lui- prof Carlos va vous contredire sur ce ben, point. qu'il me J'en suis contredise. sûr. Allez, prof Carlos Moupili. Alors, Et le général, Avec- je avec donne ce un discours- élément. Hein. Le général, celui qui était chef d'état-major de l'armée, c'était qui? Qui l'a amené ici? merci. Je commence par là. Les services d'espionnage, le Rwanda, qui jusqu'à 300 km gérait une partie du pays. Ils étaient dans l'armée, ils étaient dans la police, ils étaient dans les services des renseignements. Aujourd'hui, le monde le dit, le monde le reconnaît, au-delà de nous. Merci. Mais je me dis le Je contraire. prends toutes ces questions et je le pose à prof Carlos Moupili. Avec ces discours, prof Carlos, il se dégage une chose claire et nette, que les consensus restent difficiles à trouver. On fait maintenant comment? Et en répondant à ces questions. Non, consensus, c'est facile. Voilà comment le dialogue avec finalité de partage des gâteaux résout les problèmes des divergences politiques dans notre pays. Le Congo, c'est, je peux dire, c'est son péché originel. C'est depuis la conférence internationale de Berlin. Le roi Léopold II a appliqué cette stratégie. Venez, mangeons tous et fiche-moi la paix. Les 14 puissances de Berlin, il n'y a que 2 puissances qui se sont retirées des intérêts du bassin du Congo. C'est la Russie et Empire ottoman, aujourd'hui appelé Turquie. Mais c'était Turquie, ça prenait beaucoup là, des pays. Mais les autres sont arrivés ici. Mais lorsqu'on arrive en 1908, le roi Léopold II prend le décret, le régime domanial, pour dire l'or et les caoutchoucs reviennent exclusivement au roi, c'est-à-dire à la couronne. Il a eu des problèmes. C'est là où on est allé lui chercher les journalistes Edmond Morel, avec l'église catholique à l'époque, et on a documenté les crimes. Donc, l'histoire de notre pays se résume à 2 choses. Quand on veut venir piller, on se présente toujours comme, on cache les intérêts économiques et on présente les intérêts humanitaires. Donc tout celui qui cherche l'argent pour soi-même, pour ses intérêts, il ne vous dit pas que je suis venu chercher de l'argent. Il vous dira toujours, je suis venu vous défendre, je vous aime. Depuis Léopold II jusqu'à nos jours. Même lorsque les pionniers de l'indépendance ont demandé la libération, la décolonisation, pour eux, il y avait aussi le sens là de remplacer le blanc. Ça aussi, même si nous sommes reconnaissants aux pionniers, parce qu'au moins eux, ils étaient sérieux, je ne vois pas cette classe politique d'aujourd'hui à la table des rondes politiques qui nous ramenait l'indépendance. Non. Les Belges allaient se leur donner des femmes, des belles femmes, et là-bas, et c'est fini. Ils allaient commencer à se disputer. Alors, je vois à la table ronde, Mende, l'homme qu'on manipule, Bitakwira, Frère Peg, Nadi Fayoulou, qui. Donc, prenez le monde là. Vous ne croyez pas aussi trop à cette classe politique? Non, je dis par rapport à nos aînés, nos pères de l'indépendance, nous les respectons au moins. Et puis, à leur époque, le débat politique, c'était sur le plan d'idéologie. Les unitaristes et les fédéralistes. Mais aujourd'hui, le débat est devenu trop bas. Et regarde ceux qui travaillent pour le président de la République. Danono, le général Abanzoï, l'autre là, le général Dinosaure, et Maman Congo. Regarde les communicateurs, les gens des armées numériques, du chef de l'État. Là, vous clashez un peu trop nos amis du pouvoir. Ce qui fait que le président Joseph Kabila est venu aussi puiser de la stratégie léopoldienne.
À chaque fois qu'il voyait que les gens le menaçaient, il comprenait que ces gens ici, ne sont pas des opposants, mais ce sont des mécontents, les aigris. Une fois les avoir à mes côtés, je leur donne des portefeuilles, ils vont cesser, ils vont commencer à me dire « Ah, c'est le plus intelligent, un homme... » On a connu des cas pareils. Hein, mais c'est ça, on a connu, mais c'est comme ça. Même les Kabound, là. À l'époque, les dialogues résolvaient les problèmes. C'est pourquoi moi j'ai dit, c'est une solution, mais une solution effet éphémère. Dans le sens que, si aujourd'hui le président Kabila avait, non, l'actuel président Fachi, avait ouvert la porte du dialogue, on prend les gens de 1-23 là, Bissimo là, vice-premier ministre, hein? On prend Makenga, chef d'état-major adjoint. Quand le président Fachi passe, Makenga va dire au commandant suprême. Bissimo, il va commencer à défendre le président. On a connu ça. Les gens qui sont dans le Sauvo Congo, c'était des opposants, des vrais opposants contre Kabila. Mais alors, il y en a un peu... voilà, c'est un peu ça. C'est-à-dire, dans notre pays, il n'y a pas vraiment des gens de la majorité, ni des gens de l'opposition. C'est ce que Gandhi vous dit, il n'y a pas de parti politique. Même l'opposition d'aujourd'hui, il n'y a que des écrits. Il n'existe que deux noms. Quand on parle de l'opposition, vous parlez de la loi portant statut de l'opposition. Mais opposition, vous devez être d'abord parti politique qui ne partage pas les projets de société du président. Mais il n'y a pas un parti politique au Congo. Depuis longtemps, nous le disons. Parce qu'un parti politique, selon l'article 2 de la loi portant statut des partis politiques, c'est le regroupement d'hommes autour d'une idéologie politique. Quel est ce parti où les gens sont rassemblés autour d'une idéologie politique? Il n'y en a pas. Donc c'est ça le problème. Et tous ces rassemblements, toutes ces formations politiques, on les appelle alors comment? Mais ce sont des écuries, c'est comme les amis des. Quand vous prenez aujourd'hui l'IDPS, avec l'association Je soutiens président Fachi, il n'y a pas la différence. Il n'y a pas de différence. Quand vous prenez le PPRD à l'époque, et puis les amis de Joseph Kabila, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Parlons de cette condition du clan Kabila. Maintenant, la question c'est quoi? Et maintenant l'infiltration. Parce que les politiciens dans notre pays, ils viennent d'où? Ils viennent du chômage. La plupart, ce sont des pervers, des mauvais citoyens congolais. C'est des gens paresseux et qui veulent l'argent facile. Et ils viennent en politique comme business, comme job. Parce qu'une fois député, une fois ministre, c'est là où ils profitent maintenant pour avoir des femmes métisses, et des femmes, des belles filles. De la galère à la lumière. Des filles, des étudiantes. Et d'autres maintenant qui n'ont même pas encore voyagé. Donc ils vont être députés pour avoir les passeports diplomatiques et prendre une photo devant Tour Eiffel. Imaginez-vous. On va être député, on va être ministre pour aller en Europe. On a vu maintenant avec les chômeurs de l'IDPS. Ils commencent à aller là. Quelqu'un qui est PDG, député de l'IDPS, mais il prend la photo et puis il poste sur son compte Facebook. Hein. Ici, c'est Paris. Mais regarde. C'est la réalité. Alors que nous, quand on voyage en Europe, on est poste et puis là. Oui. C'est-à-dire, on vient en politique pour chercher ce que nous, on a eu quand on était encore des étudiants. Oui. Alors, infiltration et cette exigence du plan Kabila, particulièrement sur l'RDC. J'arrive. Il vous reste 2 minutes. Hein, mais pourquoi moi c'est trop court? Oui, c'est le long là. Je vais commencer à chronométrer. Parce que le problème c'est quoi? Gandhi le sait. En France, pour faire la politique, dès 99%, ils viennent de l'ENA, non? C'est-à-dire les Macron. L'école nationale au Sciences Po. Sciences Po et droit. C'est-à-dire ils ont fait d'abord les droits. Macron, il a fait le master en économie. Il termine, il va maintenant à l'ENA, l'école nationale, pour apprendre l'État, comment fonctionne l'État. Macron a fait les stages en Côte d'Ivoire et ailleurs. On ne fait pas comme ça. Bon, maintenant, on était d'accord pour ça. Là où nous sommes maintenant. Là, vous êtes unanime sur ce point. Oui, oui. Là où nous sommes maintenant opposés. Les grands esprits se rencontrent. C'est ça. Là où maintenant nous sommes opposés, c'est lorsqu'il dit, il attaque la constitution que moi je défends. Parce que j'avais voté oui au référendum. Non. Il me semble qu'il avait voté non. Non, il n'était pas ici, il était encore en Europe. Vous étiez encore à Sorbonne. Oui. J'avais fini déjà. Ok. Ouais. Alors, la question c'est que,
La Constitution n'a pas oublié les jeunes. Parce que la Constitution de notre pays a deux grandes parties. La première partie, c'est les droits humains. L'autre partie, c'est l'organisation et le fonctionnement de l'État. Et dans la partie des droits de l'homme, quand vous lisez l'article 36, qui consacre les droits au travail, c'est-à-dire, selon notre Constitution, tout jeune, lorsqu'il obtient son diplôme d'État, il a droit à un travail. Et si vous ne lui donnez pas le travail, confère CPS. OK? Il doit commencer à toucher l'argent. Et une bonne rémunération qui couvre les débuts des mois et qui lui donne la dignité. Ça, la Constitution l'a prévu. La Constitution a prévu... Les parents n'arrivent pas à avoir l'argent qui leur permet de tenir le 2 bouts de mois. L'étudiant va l'avoir. Non, mais il ne faut pas rêver. Mais ce que j'ai dit, que la Constitution l'a prévu. Mais c'est dans l'applicabilité de cette Constitution, là où ça pose les problèmes. Moi, j'ai fait 3 jours, il n'y a pas d'eau chez moi. Mais la Constitution est claire, non? À son article 48, que tout Congolais a droit à un logement décent, à accès à l'eau potable et à l'électricité, énergie électrique. Il n'y en a pas. Constitution, son article 58, il nous parle de la justice sociale. C'est que tout Congolais a droit de jouir des richesses nationales. Et l'État congolais a le devoir de les redistribuer équitablement. Et c'est fait aujourd'hui. Mais ça, c'est le problème de l'application de la Constitution, parce que nous avons une classe politique dont je venais de dire, c'est égoïste. Mais là où vous dites, bon, des problèmes d'invitation de Kabila, moi je dis ceci. C'est important qu'on en parle en 30 secondes. Oui. D'abord, le problème, c'est que souvent vous faites la confusion. Moi, je suis de la société civile, je ne suis pas du PPRD. Les gens du Sauveur du Congo. Donc, je vous ai présenté ici comme membre de la société civile. Évidemment, les gens de Sauveur du Congo doivent déployer les communicants. S'ils n'ont pas de communicants, les José Makila, ce sont des millionnaires. Ne vous justifiez pas, répondez à la question que vous avez posée. S'il y a des millionnaires, on les trouve dans les Sauveurs du Congo. Ils doivent recruter, Sauvons la RDC. Sauvons la RDC. Ils doivent recruter des jeunes brillants, et il y a des jeunes brillants, mais qui ne se déploient pas parce qu'il manque de transport. Il faut que les gens des Sauveurs du Congo puissent avoir la culture de donner de l'argent à ces jeunes ici qui sont nombreux, qui défendent le président Kabila, qui défendent les leurs judées, même Maboko Makako. Alors, la question c'est que l'histoire de Kabila, c'est seulement au Congo où on vit ça. Je n'ai jamais entendu, je suis toujours des chaînes de Congo-Brazzaville. Avant Sassou, il y avait l'Issouba. Mais Sassou n'a jamais parlé de l'Issouba. Hein. Que tout ça, c'est à cause de l'Issouba. C'est la guerre de l'Issouba. Là-bas, au Burkina Faso, l'actuel président, là, il ne cite même pas son prédécesseur. Au Mali, l'actuel président, il ne cite pas son prédécesseur. Au Niger, même chose. Mais pourquoi Mobutu ne citait pas trop Kassavoub? Moussé Kabila ne citait pas Mobutu. Joseph Kabila ne citait pas aussi Mobutu. Pourtant, Joseph Kabila a payé la dette laissée. Non, il ne faut pas dire ça. Écoutez, Joseph Kabila, le régime de Joseph Kabila et son premier ministre, Adolphe Mouzite, ont payé la dette extérieure laissée par Mobutu et les cofondateurs de l'UDPS. Je tiens à répondre à ça. Alors, c'est une question économique importante. Oui, c'est ce que je dis ceci. Ouais. À l'époque du maréchal Mobutu, il y a une dette extérieure équivalent à environ de 5 milliards de dollars. On a construit les ponts maréchal. Inga 1, Inga 2. Les transports de courant dans la haute tension. De Inga jusqu'à Lubumbashi. On a construit les Sosacom ici. On a construit l'immeuble de la RTNC. Mais ils n'ont pas payé. Alors ça a causé ce qu'on appelle des pénalités. Ça a entraîné des pénalités jusqu'à 12 milliards de dollars. Moussé Kabila n'a pas payé. Joseph Kabila et Mouzito ont payé, c'est ce qu'on appelle les points d'achèvement. Je connais cette histoire très bien comme le secret de ma poche. Non, c'était sur 2 tableaux. Une partie a été effacée par, avec le... Mais on payait une autre a été payée. C'est après avoir payé une partie, on a vu on appelle ça comment? Le changement qu'il y a eu, qu'on nous a imposé avec la collaboration du FMI, qu'on a effacé la dette qui restait.
Mais c'est ça, on a effacé la dette, c'est parce que chaque mois, c'était le programme PPT. Oui, PPT. Chaque mois, Pays on versait pauvres, très endettés. plus de 30 millions. Chaque mois. Nous payons ça. Plus de 30 millions. Oui. Nous Et le régime de Kabila payé. Oui. Payer, et jamais Kabila ne déployait pas déjà pour dire voilà, nous souffrons ici, nous ne vous payons pas parce que Mobutu m'a laissé la dette. Non, non, il ne le disait pas. Il ne le disait pas. Et aujourd'hui, Kabila a fait ce qu'il a fait, mais les codes miniers, parce qu'aujourd'hui, ce que les gens vous oubliez, nous sommes à la 3e phase. Première phase, c'était la phase d'investissement. Après, deuxième phase, c'était la phase maintenant d'exploitation. Et puis, troisième phase, c'est la phase de partage des dividendes. C'est là où nous sommes. Et la 4e phase qui arrive, c'est la gestion des trous. Cela veut dire quoi? Vous êtes bailleur. OK? Une maison est inachevée. Mais le locataire arrive pour rebâtir la maison, pour réfectionner la maison. C'est ça la première phase. Deuxième phase, le locataire dit, moi, je ne vous paie pas, je suis en train d'abord de récupérer tout ce qui est conçu comme anticipatif. C'était la deuxième phase que Kabila a laissé jusqu'en 2018. Maintenant, nous sommes sous Fachi, à partir de 2020, nous accédons maintenant à la troisième phase, phase de partage des dividendes. C'est-à-dire, le locataire a déjà récupéré tout ce qu'il a dépensé. Et maintenant, le locataire commence à payer. Merci. Et vous commencez à récolter maintenant des recettes. Okay. Mais c'est cet argent qui devrait faire des infrastructures, des autoroutes. Parce qu'après ça, les Katanga sera comme les Kassai, sera comme les Bujimaï. Les jugements ne seront plus accessibles facilement. Ça sera la pollution de l'environnement. Vous et moi, nous sommes des environnementalistes. Ok? Moi, je suis pas un environnementaliste. Non, les juristes environnementalistes. J'ai une connaissance voilà. superficielle. Moi, c'est ma spécialité. Allez, je suis ma spécialité. Concluez. Ce qui fait que il y a des choses qui ont été faites. Laissons Kabila tranquille. Mais on vous accuse d'être venu ici à Kinshasa avec le Rwandais. Vous faisiez partie du peloton qui est arrivé jusqu'ici, prendre le pouvoir sans effusion de sang certainement. Il fait réellement partie. Comme ex-Kadogo, vous saviez de quoi il était question. On accuse Kabila d'être venu avec le Rwandais. Je pense qu'on a un sujet. Qu'en est-il? Le 2 août, si vous voulez. Après ça... Non, répondez d'abord à ça en 10 secondes avant que la parole ne tourne. Si vous voulez qu'on débatte sur ces points, okay. Donnez-lui la parole. Merci. Et puis je vais réagir dans 5 minutes parce que c'est beaucoup de choses qu'il faut apprendre. Il nous reste 2 minutes, je ne sais pas, 5 minutes, c'est le signal. Parce que vous ne pouvez pas me demander pourquoi on est venu chasser la dictature. Or, avant nous, l'opposition se battait que pour la primature. Il fallait que l'AFDEL arrive pour que l'opposition rêve la présidence de la République. Vous oubliez ça? Pendant la conférence nationale souveraine, il y avait un opposant le plus charismatique d'Afrique. Mais qui se battait que pour la primature. Parce que le président de la République, pour être président de la République, il fallait être maréchal, quelqu'un qui a tué les léopards à 12 ans. Il fallait que l'AFDEL arrive pour dire que non, Mobutu était un homme comme tout autre. Et vous avez vu qu'Etienne Tshisekedi a postulé en 2011. Il a cessé de rêver la primature, il a rêvé maintenant la présidence. Et aujourd'hui, son fils avait postulé, il est devenu président. Et on a payé le prix fort de cela. Sans l'AFDEL, même Fachi ne pouvait rêver qu'être premier ministre. Mais c'est pas ça le débat, on vous accuse d'être venu avec le Rwandais. Mais c'est ce que j'explique. Quelle rébellion? Les prix qu'on a payés, c'est maintenant celui-là. Aujourd'hui, toutes les institutions seraient infiltrées ou semblent être infiltrées à cause de vous. Quelle rébellion que vous avez déjà vu sans appui extérieur? Aucune. Moi, j'ai fait l'étude révolutionnaire. J'étais en Russie, j'étais partout. Il n'y a aucune révolution sans appui extérieur. Jusqu'à faire d'un Rwandais chef d'état-major général. Mais je vous dis, nous sommes au Kiba. Castro Fidel, appuyé par Che Guevara, il a nommé Che Guevara ministre d'État. Che Guevara, qui était de quelle nationalité? Argentino-espagnol. Nous sommes en Chine. La Chine, la révolution de Mao Tse-tung a profité de l'aide des Mongols et de tout ce monde-là. Et puis,
la révolution nord-coréenne, Kim Il-sung, le grand-père de Kim Il-jong-un, il a eu l'appui de l'armée chinoise, qu'on appelle les volontaires chinois. Et le jour où on a pris Pyongyang, c'est le jour où le fils de Mao a été tué. Et il a été enterré à Pyongyang. Vous prenez, quelle est l'autre révolution? Vous prenez ici, Brazzaville, Sassou. Il a eu l'appui de la DSP. Baouma, il était là, il s'est battu pour renverser l'Issouba. Mais avec tout ça, Bon, aujourd'hui, la RDC ne sait pas Museveni, il a eu l'appui de l'armée tanzanienne. Museveni. Et l'armée rwandaise, et les Rwandais, les Kagame. Mais ils n'ont pas le même problème que nous. Alors, lentement, Kagame, il a eu l'appui de l'Ouganda et des Congolais. Alors, quand les gens parlent, ils parlent de quoi? C'est peut-être la question de manque d'information. Merci beaucoup. Et puis, on doit chuter. Dans les partis politiques, les partis politiques ont l'appui aussi des choses, des appuis extérieurs. Tous les partis politiques. Avez-vous la police que vous dites? Merci beaucoup, Prof. Carlos Moupili. Même les C64 a l'appui extérieur. On va chuter avec M. Ngandi. Maintenant, là, qu'on ne sait pas émettre sur la même longueur d'onde, s'agissant du dialogue national inclusif, malgré les 7 exigences ou préalables de Sauvons la RDC. Il y a aussi C64 qui maintient ce ultimatum lancé au chef de l'État pour le 15 août. Est-ce leaders de C64 sont-ils aussi sincères en parole qu'ils ne le sont dans les actes? Est-ce avec le départ, par exemple, dans les Bolodjoa, un de président de cette coalition. La C64 réclame la démission du président. La démission du président. Mais à défaut de la démission, ils sont dans la manœuvre de vouloir un dialogue avec le même Tshisekedi. Aujourd'hui, il est clair et officiel que Bolodjoa a quitté ces 64. Comment vous analysez cette situation? Votre lecture rapide en 2 minutes avant qu'on aborde en quelques poussières de secondes qu'il nous reste les Génocostes, défis et enjeux. Je répondrai en 1 minute pour ça. Mais avant cela, je voulais juste faire revenir à la raison mon interlocuteur. Quand je rencontre beaucoup de gens au niveau des médias ici qui parlent du fait que Kabila a fait des prouesses en 2010 à rembourser 12 milliards de dettes laissées par le président Mobutu. Je vous dis que c'est par le FMI, la Banque mondiale et les créanciers internationaux qui ont annulé, je dis annulé, pas récupérer la dette, annulé cette dette-là à des conditions bien précises. Ce n'était pas simplement la RD Congo. Il fallait des réformes. Très bien. Il fallait des réformes pour que... Il fallait des réformes. Ces gens-là annulent la dette. Pas que... Et une partie a été payée avant ça. Non. Oui, non, oui. Il y avait non. On payait une partie. On payait normalement nos dettes chaque année. Parce qu'avec ces puissances, si tu ne payes pas, on peut te déclasser facilement. On payait nos retards, notre dette normalement. Surtout, en général, on payait les intérêts. On payait plus les intérêts que la dette elle-même. Il a été décidé au niveau international que tous les pays, c'est le programme PPTE, le programme des pays pauvres, très endettés. Exactement, c'est dans ces projets, programmes des institutions internationales, FMI, Banque mondiale et des créanciers internationaux, qu'on a réduit notre dette. On n'a pas payé la totalité. Notre dette était de plus de 14 milliards. Ils ont supprimé 12 milliards. Pour ça, il fallait des réformes. On peut quand même reconnaître non, les mérites là au régime Kabila. Ayez votre vision. Moi, j'ai dit les faits. Les commentaires sont libres. Hein. Les faits sont sacrés. Les faits, c'était ça. Mais c'était conditionné à ce qu'on puisse relancer et réduire la pauvreté. C'est-à-dire cet argent-là qu'on payait, au lieu de les payer... On les oriente vers d'autres domaines. Exactement, c'était ça. C'est ce que je voulais dire là-dessus pour ne pas laisser nos téléspectateurs dans l'ignorance. Et il y avait les équipes du FMI, les équipes de surveillance qui étaient sur place. Exact. Donc, qui surveillaient. Est-ce que... Qu'avez-vous fait avec autant le moyen Exact. Là, je suis complètement d'accord avec notre éditorialiste, Gédéon. Mais... ne plus dire que Kabila paie notre dette de 12 milliards. Ce n'est pas Kabila, c'est l'État congolais. L'État congolais, Kabila, même l'État congolais, c'est pareil. J'arrête là. Musique est encore là.
Et il est des affaires qu'il faut. Il va vous expliquer. Il est là, de toute façon, il s'y connaît très bien en économie. Ou alors vous faites venir Godin Poy, il vous dira la vérité. Il est prof d'économie. Pour revenir au dialogue difficile, avec quel leader il y aura le dialogue? Puisque C'est 64? Ouais. Avec quel leader? Fayoulou, Kabound, maintenant c'est Sanga. Qui sera leader de cette opposition? L'opposition est plurielle. Non, mais qui sera leader? Puisque dans une opposition... Il n'y a pas de leader. Il n'y a pas de leader. Écoutez, Il n'y a pas de leader. Le dialogue n'aura pas lieu, puisque pour les prochaines présidentielles, ils seront à 3, à 4, à 5 à être candidats au niveau des élections pour pouvoir démonter le régime actuel. Ils seront dans l'incapacité puisqu'ils ne seront jamais unis. Appeler au dialogue dans la débandade. Mais qui est le dauphin qui peut battre Inde là? Pour le moment, il n'y a personne. Fayoulou aussi n'a pas de dauphin. Il y a la posture de Fayoulou. Il n'a pas besoin. Il a encore 2 ans. Laissons-lui gérer le pays. Jusque peut-être à 3 mois, à 6 mois, vous pouvez poser cette question. Peut-être Kabouya. Non, il ne faut pas rigoler. J'ajoute pas d'autres commentaires. Pourquoi vous ne croyez pas trop à lui? Non, je dis pas de commentaires. Il ne faut pas rigoler sur ça. C'est les genres de trucs. Il y a eu des hasards qui ont amené les Kabila. Oh, Fefe Basouka. L'intention du président, c'est la reprise avec une femme à la tête du pays. C'est Fefe Basouka. Non. Elle serait préparée, à mon sens. Non, ne parlons pas de ça. Parlons de l'actualité, non seulement présente et à venir, dans l'opposition. Elle va diriger avec elle. Les leaders, aujourd'hui, de l'opposition sont contestés à l'intérieur de l'œuf qu'ils habitent. Là, vous voulez parler du départ de Bolo Djoa? De Bolo Djoa, entre autres. Il n'est pas le seul à être parti. Quand tu regardes Kabound, il y a encore qui? Quand tu regardes Kabound avec notre ami, ils sont à 2, avec notre ami Fall Mamba. Mais il y a plusieurs qu'on ne cite pas au niveau des médias. Allez-y. Ouais, il y a des leaders, des départs qu'on ne cite pas. Regardez la dame qui a quitté l'ensemble. Quel représente Fall Mamba au sein de pour le changement de... C'était parmi les grands communicateurs, tout le monde le sait au niveau des médias, au niveau de l'opinion publique. Donc, il y a quand même des départs partout. Tous azimuts, hein, même au niveau de l'ensemble des départs. Ou alors des frictions. Des frictions à l'interne. Mais non, ils sont en débandade. Comme a dit notre professeur, il y a un problème de leadership dans les partis politiques qui n'existent même pas. On les respecte quand on les appelle partis politiques. Il n'y a pas de partis politiques. Ça va dans tous les sens. Et avec ça, ils n'arrivent pas à dialoguer entre eux en interne dans leur parti politique. Ils vont dialoguer au niveau national. C'est ça déjà le vrai problème. Qui commencent par dialoguer dans leurs partis respectifs. Quand il y aura cohésion dans leur parti politique, là, ils peuvent venir ensemble pour pouvoir discuter avec le gouvernement. Merci. Allez, prof Carlos Moupili, on chute avec une question directe. Aujourd'hui, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a-t-il un interlocuteur valable? Mais effectivement. Mais le problème, c'est quoi? Il ne faut pas que le président Félix tombe dans l'oreille de son prédécesseur. Pensant que si on traite avec des grandes personnalités, on a résolu les problèmes. L'opposant du président, c'est la misère sociale. L'opposant du président, c'est l'insécurité à l'Est. L'opposant du président, c'est les détournements par ses collaborateurs qui lui aiment, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est ça le vrai problème. C'est que aujourd'hui, vous pouvez prendre Nanga, Kabila, Fayoulou, Sesanga, Matata, Moïse, comme on est allé prendre aussi Katebe Katoto. C'est-à-dire le peuple qui souffre, Si vous tenez un langage que nous soutenons, directement le peuple là qui souffre, il vous déteste. Regarde seulement quand Mende a dit, regardez comment Mende a perdu toute sa popularité aujourd'hui. Personne ne veut plus le voir ni l'écouter. Pourquoi? Tout simplement, pour avoir été manipulé. Tout simplement, il a dit Kabila m'a manipulé. Depuis qu'il a, même Julien Paloukou. Julien Paloukou, c'était
un leader qu'on commençait à penser après la déception des Kamere, les autres. On a dit non, c'était Julien Paluku que les étudiants, les universitaires commençaient. Même moi, j'étais consulté. Mais avec Biloba, c'est contre Kabila. C'est fini. Il est déjà vomi. Son avenir politique est problématique. Kamere, vous connaissez que Kamere, c'était le député le plus élu avec Atumbi en 2006, en 2011. Mais Kamere, en 2023, il a raté, il allait échouer. Il est passé à côté mais tout simplement parce qu'il est allé battre campagne pour Fachi. Alors qu'on connaît que Fachi, qu'on espérait beaucoup, parce qu'on pensait qu'il va faire comme Kabila avait fait. Kabila, il a modernisé les routes de la province Belle Famille, province de Maman Olive, Congo central. Quand Kabila a pris le pouvoir, pour faire Matadi, les gens faisaient 1 mois. Mais Kabila a asphalté cette route. Il y a pas beaucoup de kilomètres. Maintenant, les gens aussi décident qui vous pensez que, comme les gens, les nés Congo, Kikwiti, Congo central, ont bénéficié des infrastructures routières à l'époque de Kabila, les gens voyaient que non, Maman Olive, né Congo, tout ceci. Les gens aussi décident qui vous pensez que le président Fachi va faire aussi des projets de développement au Sud Kivu. Mais quand on a compris que 5 ans, il n'y a même pas une route réhabilitée à 50 km, non, à 15 km. Où? Au Sud Kivu. Même pas 15 km réhabilité au Sud Kivu. Mais on dit sur ce point-là... Mais c'est seulement qu'on vient exploiter de l'or, des Chaboulas et des... Mais on dit sur ce point-là, le président Tshisekedi est imbattable. On ne peut le comparer avec personne en termes d'infrastructures construites par lui, qu'à comparer avec le 18 ans de Kabila. Non. Et il n'y a pas match. C'est le professeur Tshilumba qui l'a dit, c'est le jour et la nuit. Il a trouvé 3000 km, on en est à 8000 km. Non, d'ici 2 ans, il y a un problème, c'est que la communication de Kabila... Les chiffres ne mentent pas. La communication de Kabila était bâclée. Jusque-là, Kabila fait mandat, on n'avait pas présenté, c'est-à-dire un cahier de communication de ses réalisations. 3000 km. Non, ça, je ne sais 18 pas. ans. Parce que quand on parle... Vous dites, Fachi a réhabité combien? On en est à 8000 km. Mais 8000, c'est où? Sans compter là où c'est en gestation. Vous parlez de 8000 où? 8000, c'est en termes de projets, pas de termes de réalisation. La ville est vous avez été à Bandal. Si vous tenez cette parole à Bandal, on va vous lapider. Je le dis. Allez à Yolo, on va vous lapider. Depuis que Tshilumba est ici, il a dit Bandal, etc. Bandal, c'est Paris. Bandal, c'est Paris. Paris, on est en train de construire. Je passe par là souvent. Vous construisez des routes qui n'ont pas d'importance. C'est que le gouverneur fait ici, comme il est moi dans la commune à Kinshasa. Il est en train de bétonner toutes ces petites routes là où il allait au quartier, chez ses amis, tout ça. C'est déjà ça. Mais des routes d'importance capitale. Mais qu'est-ce qu'on a? Quand vous parlez de 8000, d'abord, vous devez comprendre. On parle de 18 000. Mais c'est faux. Le Congo a combien? Le Congo a environ 6500 km. 6500 km. En combien d'années? Toutes les voies. Sauf les voies dessertes agricoles. En combien d'années? J'ai dit toutes les routes du Congo, sauf quelques routes à dessertes agricoles, c'est 6500 km. Et quand vous dites que vous avez asphalté 8000 km, cela veut dire que vous avez asphalté toutes les routes. Non. RM et aussi quelques routes. Il faut arriver à toutes les routes, c'est 150 km. 150 000 km. Les kilomètres que vous parlez là, c'est comme par exemple ici, vous lancez un projet d'asphaltage et puis ça fait que... Pardon? Merci beaucoup. On est arrivé à la fin de ce débat. Merci à vous, Ngadi Kassende, d'être venu. On est arrivé à la fin. Il y avait un truc sur... Malheureusement, vous n'aurez pas émonté la fin. À la prochaine occasion, on aura à revenir. Puisqu'on cherchait l'interlocuteur du président actuellement. L'interlocuteur valable. En un mot, c'est qui? En un mot, ce sont nos populations, c'est le peuple. Très bien.
Merci. Merci. Allez, je ne sais pas quoi. Les leaders de à la fin de l'émission. Merci de nous avoir regardés. Il y a 2 sujets qu'on n'a pas su éplucher. Oui, on prend les 2 sujets en Ramadan. Et le Génocos, le 2 août, oui, il y a eu beaucoup d'activités qui sont organisées à travers le pays. On y reviendra prochainement avec un autre casting pour parler de cette question assez capitale. Et qu'est-ce que vous nous faire pour que ces Génocos soient portés au niveau international. Et aussi, nous sommes des cœurs avec la famille éplorée de notre compatriote Vali Amissi, dont le criminel a été retrouvé, le présumé criminel qui a été retrouvé, et il est passé aux aveux, et il fait un peu de révélation éclaboussante en parlant des autorités haut placées qui lui auraient donné instruction, et même l'arme avec laquelle il a tué son vieil ami Vali Amissi, que son âme repose en paix. On attend son extradition vers la capitale congolaise parce qu'il a été arrêté par la police brazzavilloise. On reviendra prochainement. Allez, on se retrouve prochainement avec la même dose de plaisir. Dès demain, retrouvez à la présentation sur votre chaîne Congo Politique Plus Louisette Sabata, la dame au béret rouge. Quant à moi, je vous retrouverai prochainement avec un autre casting. Le même plaisir de vous servir. Restez branchés, abonnez-vous, activez la cloche de notification, le pouce bleu et l'abonnement. C'est ce qui fait vivre notre chaîne. Laissez-nous le commentaire, partagez l'émission. Si vous avez aimé, coupez le morceau et mettez sur les réseaux sociaux une façon pour vous de nous encourager. Avec toute l'équipe qui m'a permis d'arriver chez vous et la grande équipe Social Télévision, nous vous disons merci et à demain.